TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour le 20h de ce lundi. Au sommaire, le séjour du chef de l'État Faure Esozimna Gnassingbé à Washington, séjour marqué par une série de rencontres de haut niveau sur des thématiques d'actualité, notamment celles sur la sécurité alimentaire. Nous allons y revenir plus en détail dans un instant. Au sommaire, également, l'ouverture ce lundi des Journées scientifiques internationales de Lomé, la 19e édition, avec en toile de fond les ODD, les objectifs de développement durable, l'axe 9. Première session des formations des audiences de la Cour d'assises de Lomé. 60 dossiers sont inscrits au rôle à cette session unique qui va s'étendre sur 3 semaines pour fixer les détenus sur leur sort. Et puis la sortie du nouvel album de Cécile Meba, artiste de la chanson gospel. Cet opus qui porte 13 titres est à découvrir en fin d'édition. Voilà pour les titres. Bienvenue. Nous débutons ce journal par le Conseil des ministres. À l'ordre du jour, l'examen d'un avant-projet de loi, 3 projets de décret et 4 communications. Un conseil présidé par le chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé. Le compte rendu avec le ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayewadon. Ministre du 17 octobre 2022. Le Conseil des ministres s'est réuni ce lundi 17 octobre 2022 sous la présidence de son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé, président de la République. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi, 3 projets de décret et écouté 4 communications. Au titre de l'avant-projet de loi, le Conseil a examiné l'avant-projet de loi modifiant la loi numéro 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial. L'examen de ce texte répond à la nécessité de modifier la réglementation instituée par la loi de 2018, notamment en ce qui concerne la procédure exceptionnelle d'expropriation, en prenant en compte les leçons tirées de la mise en œuvre des procédures existantes. En effet, la mise en œuvre de ces procédures a révélé une trop grande complexité et un coût prohibitif pour l'État. Afin de faire face à cette situation, le présent avant-projet de loi vise à modifier la législation encadrant la mise en œuvre des procédures d'urgence afin d'instituer notamment des formalités davantage simplifiées et des délais raccourcis. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné et adopté en 2e lecture le projet de décret portant organisation et fonctionnement du Centre national de cinéma et de l'image animée, CNCIA, s'inscrivant dans la poursuite des réformes engagées par le gouvernement à travers l'axe 3 de la feuille de route gouvernementale. Le présent texte permet d'assurer une meilleure efficience du secteur du cinéma togolais. En effet, la CNCIA aura pour mission de veiller à l'exécution des mesures législatives et réglementaires applicables aux différentes professions cinématographiques et audiovisuelles et de faire la promotion du secteur. L'adoption du présent décret permettra à notre pays de disposer de véritables industries de cinéma susceptibles de créer de l'emploi et de générer de la richesse conformément aux ambitions du gouvernement. Le Conseil a examiné et adopté en 2e lecture le projet de décret portant définition, classification et délimitation des largeurs des emprises des routes en République togolaise.
Ce décret permet de disposer d'un cadre légal et réglementaire adapté au contexte actuel d'exécution des projets d'infrastructure nationale et d'assurer une meilleure gestion du domaine public. Son adoption ouvrira la voie, d'une part, à la prise de dispositions pratiques pour sécuriser ces espaces publics en vue de faciliter les aménagements futurs. Il permettra, d'autre part, de réduire considérablement les conflits liés aux occupations anarchiques des emprises des voies publiques. Le Conseil a examiné et adopté un projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de formation des collectivités territoriales, ANFCT. Conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'ANFCT a été créée en vue d'assurer la formation des élus locaux et des personnels des collectivités territoriales, ainsi que des agents de l'État impliqués dans le processus de décentralisation. Le présent projet de décret a pour objet d'en préciser les attributions, l'organisation et le fonctionnement, afin de lancer son opérationnalisation dans le but de poursuivre et approfondir le processus de décentralisation. Le présent projet a pour objet d'en préciser les attributions, l'organisation et le fonctionnement afin de lancer son opérationnalisation. Ceci dans le but de poursuivre et d'approfondir le processus de décentralisation, soutenir la performance des collectivités territoriales et communiquer une véritable culture de l'action publique au niveau local. Cette agence sera installée à Blita dans la région centrale afin de marquer son ancrage territorial et sa proximité avec les acteurs des collectivités territoriales. Au titre des communications, le Conseil a écouté une communication relative aux procédures d'expropriation en République togolaise présentée par le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière. Face à la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des projets nationaux structurants à travers la mise à disposition au prime abord du foncier, deux actions sont envisagées, notamment une révision des procédures régissant l'expropriation et une poursuite des actions engagées pour définir des réserves foncières spéciales au profit de l'État. Un avant-projet de loi modificatif sera pris pour mieux préciser ces actions. Le Conseil a ensuite écouté une communication relative à l'occupation anarchique et illégale des emprises des voies présentée par le ministre des Travaux publics. La présente communication a pour objet de relever les problèmes auxquels le gouvernement est confronté aujourd'hui dans la gestion des emprises des routes et de proposer des approches de solutions. En effet, la problématique de la gestion des emprises du réseau routier prend de plus en plus de l'ampleur face aux défis nés des occupations anarchiques du domaine public et à l'extension non maîtrisée des agglomérations au détriment de la sécurité routière. Des mesures et actions sont envisagées pour résoudre cette problématique afin de permettre à notre pays de disposer de villes pittoresques, agréables et attrayantes. Le Conseil a ensuite écouté une communication relative aux critères de répartition des dotations du Fonds d'appui aux collectivités territoriales et à la situation des réalisations des dotations précédentes présentée par le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. Cette communication a présenté au Conseil les critères de répartition de la dotation du Fonds d'appui aux collectivités territoriales pour l'exercice budgétaire 2023. Ces critères tiennent compte de l'indice de pauvreté, de la superficie et du nombre d'habitants. Ainsi, les communes les moins nanties bénéficieront d'une dotation plus importante que les autres communes. Par ailleurs, cette communication a permis de faire le point des appuis financiers apportés aux collectivités territoriales depuis 3 ans. Ainsi, il est constaté qu'à ce jour, un total de près de 15 milliards de francs CFA
a été mis à la disposition des collectivités au titre du FACT. Ces dotations ont permis de réaliser des ouvrages sociaux collectifs, même s'il est relevé que des défis demeurent pour une optimisation de l'utilisation de ces ressources. Le Conseil a enfin écouté une communication relative à la cérémonie officielle de levée de drapeau suite à l'adhésion du Togo au Commonwealth, présentée par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Dans la pratique du Commonwealth, consécutivement à l'adhésion de nouveaux membres, une cérémonie officielle de leur entrée, caractérisée par la levée officielle du drapeau du nouvel entrant, est organisée au siège ci à Marlborough House le 20 octobre 2022. En marge de cette manifestation pleine de symboles, le Togo présentera ses principales caractéristiques économiques, culturelles et sociales aux participants aux différentes sessions. Pour rappel, le Togo a été admis le 25 juin 2022 lors de la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth tenue à Kigali au Rwanda comme 56e membre de la communauté. Fait à Lomé le 17 octobre 2022, le Conseil des ministres. En effet, le Togo a adhéré au Commonwealth le 25 juin dernier. La levée officielle du drapeau sera faite le 20 octobre prochain à son siège. Quelle est la symbolique de cette cérémonie? Quel intérêt pour le Togo d'adhérer au Commonwealth? Éclairage dans cet extrait de réponse du ministre de la Communication et des Médias, professeur Akoda Ayiwada. Depuis le 25 juin 2022, notre pays a accédé pleinement au Commonwealth. Et dans le processus, vous savez, le processus a débuté depuis 2014. Et dans le processus, il y a cette partie qui permet de sceller définitivement notre entrée dans le Commonwealth, qui consiste à procéder à la levée de drapeau au siège du Commonwealth. Pour nous, la cérémonie a une version symbolique très importante. Mais nous ne restons pas au symbole, nous allons au-delà du symbole, puisque lors de cette cérémonie, il va y avoir des sessions au cours desquelles nous allons pouvoir présenter notre pays dans sa dimension économique, dans sa dimension culturelle et dans sa dimension sociale. Ceci en vue de commencer dès le 20 à orienter nos actions de coopération vers les partenaires du Commonwealth qui seront sur place. On le sait, aujourd'hui, l'adhésion du Commonwealth pour notre pays est une opportunité très importante d'un point de vue diplomatique parce que cela nous permet de décloisonner complètement nos relations, mais d'un point de vue économique, puisque un nouveau marché de près de 2 milliards de consommateurs potentiels nous est ouvert. On a la possibilité aussi aujourd'hui de bénéficier d'un certain nombre d'avantages qui sont accordés entre membres du Commonwealth. Donc, vous le voyez, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir pour nous. L'intégralité de la conférence de presse animée à la suite du Conseil des ministres de ce jour est à suivre en fin de journal. Nous allons revenir une fois encore sur le séjour du chef de l'État à Washington, marqué par une série d'activités, dont des rencontres de haut niveau sur des thématiques d'activité. Celle sur la sécurité alimentaire a été l'occasion pour le président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé, de donner des orientations précises pour cerner les enjeux autour de la résilience du système alimentaire et proposer des pistes de solutions. Joseph Amigan. Invité spécial aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale, le président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé, a pris part à une rencontre de haut niveau consacrée à la sécurité alimentaire et à la flambée des prix des engrais. Pour l'essentiel, il était question de mener des réflexions pour apporter des réponses urgentes et durables. Le chef de l'État a donné des orientations précises pour circonscrire les enjeux autour de la résilience du système alimentaire et de l'accès aux engrais.
Le président de la République a d'abord posé le diagnostic de la problématique qui constitue une préoccupation permanente et principale de par le monde. La problématique de la sécurité alimentaire ne peut être appréhendée du seul point de vue du volume de la production des denrées alimentaires, mais qu'il convient également de prendre en considération la question de l'accès aux dites ressources alimentaires. Cette approche, j'en conviens, n'est pas nouvelle, mais il faut la renouveler. Elle a initialement été formulée dès les années 80 par l'économiste indien nobelisé Amartya Sen dans son essai sur les causes de la famine. Pour autant, j'ai la conviction qu'aujourd'hui encore, cette approche est toujours d'actualité. Plusieurs aspects me semblent devoir être évoqués. D'abord, l'interdépendance croissante des marchés agricoles au niveau planétaire, qui implique que lorsque l'offre globale de nourriture diminue, seuls les pays à haut revenu ont les moyens de maintenir leur consommation, tandis que dans le reste du monde, les prix grimpent mécaniquement. Prenons par exemple le marché des engrais azotés, intrant essentiel dans la production agricole. Alors même que la capacité de production européenne a diminué ces dernières années de moitié pour l'ammoniac et d'environ un tiers pour les engrais azotés, les agriculteurs des pays développés sont soutenus par de généreuses subventions afin que leur consommation d'engrais ne subisse pas de plein fouet les conséquences des hausses de prix. Concrètement, cela signifie que le Togo doit payer un prix fixé, non pas en fonction des coûts réels de production, mais en fonction de la protection accordée à des consommateurs vivant à l'autre bout du monde. Ainsi, les prix des engrais dans mon pays, qui avaient déjà significativement augmenté ces derniers mois, resteront encore élevés dans les mois à venir. Cela se retrouve également lorsque l'offre fléchit pour une autre raison qu'une diminution de la production. C'est peut-être le cas de problèmes logistiques ou d'approvisionnement. À titre d'exemple, la FAO estime qu'environ 50% de la nourriture produite dans le monde est soit gaspillée, soit perdue quelque part dans la chaîne d'approvisionnement. Ce peut être aussi le cas d'anticipation fondée ou non, qui amène certains producteurs à réduire unilatéralement leur volume de produits alimentaires disponibles à l'exportation. Ainsi, cette année, certains pays ont constitué des stocks importants de denrées alimentaires, ce qui a eu pour effet de réduire artificiellement l'offre. Le président de la République a ensuite proposé des pistes de solutions en 5 points pour une résilience du système. Que faut-il faire? Je voudrais évoquer 5 pistes. D'abord, l'urgence. Face à l'urgence, les opérations humanitaires constituent sans doute le rempart le plus efficient en ce qu'elles permettent un accès instantané des plus vulnérables aux denrées de base. Ma deuxième piste est que les dispositifs d'urgence ne suffisent pas. Comme leur nom l'indique, les dispositifs d'intervention d'urgence ont vocation à résorber des crises ponctuelles, comme cela a été le cas encore cette année au cours des premiers mois de la guerre en Ukraine. Mais les dispositifs d'urgence n'ont pas vocation à réguler durablement les causes de l'insécurité alimentaire. Pour y parvenir, il faut multiplier les efforts consentis par les pays les plus vulnérables pour tendre vers l'autosuffisance alimentaire et développer les cultures vivrières. Pour ce faire, nous sommes obligés de subventionner les intrants jusqu'à ce que l'économie agricole trouve son équilibre. Évidemment, une telle politique a un coût important et met un certain temps à porter des fruits. Ma troisième remarque est que dans ces conditions, les subventions et dépenses de protection sociale dans les pays à faible revenu constituent un bouclier essentiel au bénéfice des populations les plus vulnérables. Là encore, cela pèse lourdement sur les finances publiques. C'est pourquoi je crois indispensable que ce coût
soit reconnue par les institutions de Bretton Woods, voire que sa charge soit partagée particulièrement en ces périodes de grandes incertitudes économiques. Quatrième remarque, les effets de ces dérèglements ne sont pas sans conséquences sur le reste du monde, particulièrement en matière de sécurité. La faim, notamment dans ma région d'Afrique de l'Ouest, pousse nombre de jeunes hommes vers la criminalité, le terrorisme ou la migration illégale. Trop souvent, les faibles rendements agricoles et la pression démographique obligent les agriculteurs à étendre leur culture sur les pouvoirs pastoraux au risque de déclencher des violences communautaires. Il faut donc que nous soyons aidés. Le combat contre le terrorisme est un combat commun. Une dernière remarque encore, même si tout ce que j'ai énoncé plus tôt se réalisait parfaitement, il restera un point structurel. L'aide d'urgence pour le très court terme, la protection de l'État grâce à une politique ambitieuse de couverture sociale et de subventions ciblées vers l'économie agricole sont sans doute des prémices nécessaires. Mais ces actions seraient vaines sans une volonté politique forte de structurer les chaînes d'approvisionnement nationales en coopération avec le secteur privé. Le chef de l'État a lancé un appel aux partenaires pour un appui conséquent aux pays dans leur politique de sécurité alimentaire. Prenant l'exemple du Togo avec l'amélioration du climat des affaires, le président de la République a insisté sur l'implication du secteur privé, car pour lui, les investissements privés sont la clé de la sécurité alimentaire nationale. Invité spécial des assemblées annuelles du FMI et du groupe de la Banque mondiale à Washington, le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a une fois encore marqué sa détermination et son engagement aux réformes économiques, à la sécurité et à la paix au Togo et dans la sous-région. Un déplacement à la fois diplomatique et économique. Joseph Amégan. D'intenses activités ont marqué le séjour du président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, à Washington, sur une note de satisfaction. C'est l'illustration parfaite de très bons rapports entre le Togo et ses partenaires du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale. Discussion directe, empreinte de cordialité entre le chef de l'État et les premiers responsables des institutions de Bretton Woods sur les réformes et projets prioritaires. Pari gagné pour le président de la République, qui est d'ailleurs le premier haut dirigeant convié aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale post-Covid-19 en qualité d'invité spécial. Cette visite aux élans économiques, mais aussi diplomatiques, est le signe du renforcement de la coopération avec ses partenaires stratégiques. En effet, la Banque mondiale finance 16 projets au Togo pour un montant qui avoisine 1 000 millions de dollars. Ce portefeuille va s'élargir et c'est encore l'une des retombées de ce déplacement du chef de l'État à Washington. L'institution de Bretton Woods s'est engagée à accélérer la concrétisation des projets en cours et les nouvelles opérations axées sur le renforcement du capital humain dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la protection sociale, la création d'emplois, la transformation économique et le digital. À Washington, le groupe de la Banque mondiale a salué les progrès réalisés par le Togo sous le leadership du chef de l'État dans la mise en œuvre des réformes, particulièrement l'amélioration du climat des affaires, reconnaissance également dans le rapport de l'évaluation pays des politiques et institutions CPIA. À Washington, le président de la République a obtenu l'accélération et le démarrage des projets en cours de préparation. Sur un tout autre plan, le président de la République est un acteur majeur dans la résolution des crises actuelles que connaît la sous-région ouest-africaine. À ce titre, le chef de l'État était non seulement à Washington pour le Togo, mais aussi pour la sous-région. Le Togo assure actuellement la présidence du Conseil des ministres de l'UEMOA. Le président de la République a saisi l'occasion de sa visite à Washington pour défendre les intérêts économiques de notre sous-région et a fait le plaidoyer d'un soutien accru de la Banque mondiale
en faveur des programmes visant à renforcer la résilience des pays et des populations face aux crises sécuritaires et aux menaces à la paix. Il faut relever la participation des gouverneurs, notamment le ministre des Finances, Sani Yaya, le gouverneur du Fonds monétaire international et la ministre secrétaire générale, gouverneur de la Banque mondiale, ainsi que de leurs équipes aux différentes réunions et plénières inscrites dans l'agenda des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Par ailleurs, le Togo a été invité à partager son expérience sur plusieurs panels, dont le panel de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la pénurie de l'engrais avec le ministre de l'Agriculture, le panel de haut niveau sur l'accélération et la transformation numérique avec la ministre de l'économie numérique, le panel sur l'énergie avec la ministre de l'énergie, le panel de haut niveau sur le capital humain ainsi que celui relatif au lancement de l'appel à proposition du programme mondial pour l'agriculture et la sécurité alimentaire avec la ministre secrétaire générale de la présidence de la République. La rencontre de haut niveau sur le Compact 8 Africa avec le ministre des Finances et enfin un business forum avec des investisseurs américains organisé en collaboration avec la SFI et le Corporate Council for Africa avec la ministre de l'Investissement. À Washington, le chef de l'État a trouvé une oreille attentive, non seulement auprès des institutions de Bretton Woods, mais aussi d'autres différents partenaires rencontrés et qui croient fermement au Togo. Cette visite du président de la République, sans risque de se tromper, est franc succès qui conforte le Togo dans ses ambitions et ses choix économiques. Et voilà ce qu'on peut retenir du séjour du chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé à Washington. Nous l'annoncions en titre, l'Université de Lomé veut contribuer à l'atteinte de l'ODD 9 destiné à promouvoir l'industrialisation et l'innovation. Le sujet est inscrit à la 19e édition des Journées scientifiques internationales de Lomé ouvertes ce lundi. Ekwesala. Tout tourne ici autour de l'objectif de développement durable numéro 9. La problématique de bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourage l'innovation. Une nécessité réaffirmée par la récente expérience éprouvante avec la pandémie du Covid-19 et aussi des défis actuels auxquels le monde fait face. Les 19e Journées scientifiques internationales de Lomé réunissent pour une semaine des chercheurs et universitaires de 14 pays d'Afrique et d'Europe. Au programme, démonstrations, ateliers et communication en vue d'identifier les types de recherche et innovation à prioriser dans les universités et centres de recherche africains. Nous sommes dans un tournant. C'est pour cela qu'il est important qu'on change de paradigme. Fini l'époque où chacun doit rester dans son coin pour dire je fais de la recherche sans forcément que cela ne cadre avec les priorités nationales. Et aujourd'hui, et je pense que c'est en cela qu'il est avantageux pour nous de nous intéresser à l'ODD 9 qui demande au-delà de tout une certaine dynamique, une certaine synergie d'action où les chercheurs doivent pouvoir se mettre ensemble avec les opérateurs économiques, les partenaires du monde socio-économique pour pouvoir travailler d'arrache-pied de sorte que les chercheurs puissent trouver des solutions pour des problèmes qui relèvent de la construction des infrastructures résilientes, des problèmes qui relèvent de la promotion de l'industrialisation. Parce que, après tout, qu'est-ce que nous voulons? C'est de faire de la recherche pour aider ou contribuer au développement de nos communautés. Santé, éducation, agriculture, économie, aucun domaine ne sera occulté. À la fin des travaux, nous allons faire des recommandations claires à qui de droit pour que nous puissions voir qu'est-ce qui nous reste à faire. Parce que c'est un bilan à mi-parcours. De l'ODD 9, nous sommes à 2022, c'est 2030 l'échéance. Donc, il nous reste encore 8 ans. Qu'est-ce que nous devons faire? Comment rectifier le tir pour que, à l'arrivée, à l'horizon 2030, que nous puissions être conscients du fait que nous avons réussi à contribuer efficacement au développement de notre pays. En filigrane, renforcement de la recherche et de l'innovation, mais aussi perspective de création de plus d'emplois pour la jeunesse,
dans les domaines scientifiques et technologiques. Tout autre chose, la première session des formations des audiences de la Cour d'assises de Lomé démarrée ce lundi. 60 dossiers sont inscrits au rôle à cette session unique. Meurtre, assassinat, viol, détournement de deniers publics et j'en passe. 3 semaines pour fixer les détenus sur leur sort. Sandra Ziabé. 74 accusés comparaîtront devant les jurés durant les 3 semaines d'audience publique. Des dossiers allant d'assassinat au détournement de deniers publics, à passant par les crimes sexuels pour lesquels il n'y aura aucune indulgence. C'est des infractions très graves qui portent atteinte à la dignité de nos chères sœurs. C'est des infractions aux conséquences dramatiques. Je voudrais donc en appeler à la conscience de tous les juges qui vont intervenir, de tous les jurés, pour que la rigueur de la loi soit donc observée. Le processus de modernisation de la justice togolaise est en cours depuis 2005. L'on veut préserver les droits fondamentaux des citoyens et leur intégrité. En attendant l'opérationnalisation de la juridiction spécialisée en matière criminelle, la Cour d'appel anime les audiences d'assises. Depuis quelques années, le souci constant de M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, dans la droite ligne de la volonté des plus hautes autorités, est d'organiser vaille que vaille au moins une session chaque année afin de résorber à chaque fois le nombre sans cesse croissant des dossiers criminels dont nos juridictions sont saisies. Nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que le pari est gagné encore une fois. L'assistance d'un avocat étant obligatoire lors des assises, nos partenaires de tous les jours, sous la houlette de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats, seront de la partie de bout en bout à chacune des audiences de la présente session. Nous ne céderons ni à la haine, ni à l'émotion. Seule notre intime conviction sera la boussole. 60 affaires au total seront jugées pour décongestionner les prisons, mais avant tout pour rendre justice. Éducation, civisme et la circulaire interpellant les chefs d'établissement, enseignants et élèves l'obligation au respect pour la montée des couleurs et l'exécution de l'hymne national. Quelques jours après, c'est la descente dans certaines écoles publiques et privées pour veiller à l'application de cette recommandation. Marie-Onge Bida et Isaka Aouna pour le compte du Grand Lomé. Un lundi matin tout à fait ordinaire au collège protestant d'Agbalépé-Dogan. Dès leur entrée, les élèves se rassemblent loin du mât. La montée des couleurs n'est pas au programme. À l'arrivée de la délégation du ministère des enseignements primaires et secondaires, la donne change. Les élèves sont appelés au mât. S'ensuit avec hésitation la montée des couleurs, puis l'hymne national repris avec un peu plus de sérieux à la deuxième tentative. Nous avons chanté dans la cacophonie. On va rechanter tout à l'heure. Togolais viens, bâtissons la cité. Le chef d'établissement interpellé promet se mettre au pas. C'est là l'un des objectifs de cette visite inopinée, remettre les valeurs de la République au cœur de l'école togolaise, comme stipulé par la circulaire en date du 8 octobre 2022. Des notions bien ancrées chez les tout-petits de l'école primaire publique centrale d'Agouenivé. Nous avons eu à constater par endroits ces éléments qui étaient déplorés par le ministre et que tend à corriger la note ministérielle. Mais par endroits aussi, nous avons vu une tenue en ordre des élèves qui ont exécuté correctement l'hymne national et fait correctement la montée des couleurs. Nous allons continuer la sensibilisation pour que cela devienne une norme dans nos établissements. Le drapeau, l'hymne national, emblème du Togo, symbole de civisme, de citoyenneté et de patriotisme. Et la fierté d'appartenir à la terre de nos aïeux s'apprend déjà sur les bancs d'école. CG Bolouvi à Thévier, il est 6h40. C'est la montée des couleurs. Attention pour la montée des couleurs. Prêt? Envoyez. Togolais viens, bâtissons la cité. Devise. Travail, liberté, patrie.
un cérémonial que doit observer chaque établissement scolaire au Togo. La directrice régionale de l'éducation maritime et sa suite constatent l'effectivité du respect des règles qui régissent la montée des couleurs. L'école étant une institution d'éducation, il est important que dès les bancs, que les élèves maîtrisent l'importance de ces deux symboles-là que sont l'hymne national et le drapeau. Un tour également dans les établissements privés comme ici au complexe privé Trésor d'Afrique. Dans certains établissements, nous avons été agréablement surpris. Tout est correct. Il y a eu quelques ratés en ce qui concerne l'exécution de l'hymne national et on les a rappelés à l'ordre. C'est un symbole fort de notre nation. La posture, l'attitude à observer lors de la montée des couleurs et lors de l'exécution de l'hymne également a été corrigée. Le rassemblement pour la montée des couleurs et l'exécution de l'hymne national sont une occasion d'expression de l'attachement à la patrie et à la citoyenneté. Des occasions aussi de transmission des valeurs civiques et patriotiques aux générations. Santé avec l'opération Zéro Cataracte qui se poursuit. Nombreux sont les patients qui prennent d'assaut les sites dédiés à cette opération foraine. La coordination de l'opération Zéro Cataracte dans le Grand Lomé, avec à sa tête la vice-présidente du parti UNIR, a fait le tour de certains sites pour constater l'effectivité et le bon déroulement, bien évidemment, de l'opération. Clarisse Atticlé. Le CHU Campus abrite 2 sites dédiés à l'opération Zéro Cataracte, initiée par le chef de l'État Fort-et-Sos Zimna Singbe pour venir en aide aux populations vulnérables souffrant de maladies d'yeux. L'opération Zéro Cataracte se déroule actuellement dans le Grand Lomé, une effectivité qu'a voulu constater la coordination de l'opération conduite par la vice-présidente du parti UNIR Grand Lomé, Memonacho Ibrahima. Merci beaucoup et bon courage. La coordination s'est également rendue à l'hôpital de Baie qui abrite aussi un site de l'opération Zéro Cataracte. Les patients déjà opérés expriment leur satisfaction. Min tu frère cantor o bana mi no me duare ya dakpene dukplola kple yeƒe ŋtsimo pata ba ŋkuvia me ve adzo nam keke xoxo ke ŋgbɔ va wɔ dɔ nam le afanya dusitɔ yo wɔ nam donc emiɔtɔ ye kpɔtɔ yo be matrɔ va donc ke mi va se enyi dzidzɔ gã ɖe. La coordination a saisi cette opportunité pour exprimer le soutien du président de la République à tous les bénéficiaires de cette opération totalement gratuite. Nous avons pu rencontrer les patients bénéficiaires de cette opération. Nous avons pu rencontrer également l'équipe soignante, les médecins et chirurgiens, et tout se passe bien et nous saisissons cette opportunité pour remercier encore le président de notre grand parti UNIR pour cette magnanimité, un président qui pense à son peuple. Nous lui disons merci et nous prions Dieu de continuer par veiller sur lui. Après la consultation et le dépistage, ces patients sont à la 3e étape, l'opération chirurgicale. Nous avons constaté un grand engouement autour de l'opération et nous espérons que tout se passe bien. Les patients passeront une nuit à Togo 2000 et le lendemain, ils reviendront faire un pansement, puis ils rentreront chez eux et tout est gratuit, que ce soit l'acte opératoire, les médicaments et tout comme la prise en charge, tout est gratuit. Au besoin, des lunettes médicales leur seront distribuées gratuitement. C'est communiqué pour poursuivre ce journal. La présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 2e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année aura lieu le mardi 18 octobre 2022 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Signé la présidente Yawa Djibodi Tchegan.
Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile communique dans le cadre de la formation des forces de sécurité consacrée aux techniques d'intervention spécialisées. Un exercice de simulation d'attaque terroriste se déroulera dans la matinée du jeudi 20 octobre 2022 au quartier administratif à Lomé. Des coups de feu à balles blanches seront tirés au cours de cet exercice. À cet effet, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile invite les populations de la capitale et plus particulièrement celles du quartier administratif à ne pas céder à la panique pendant cette période. Fait à Lomé le 17 octobre 2022, le ministre général de brigade Damham Yak. Nous vous proposons à présent l'intégralité de la conférence de presse du Conseil des ministres tenue ce jour sous la direction du président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé. Je suis Yannick Kofi Agboka, je suis responsable de la presse en ligne Empreinte News. Dans les projets de décret, le Conseil a examiné un décret relatif à l'Agence nationale de formation des collectivités territoriales. Ma question est de savoir qu'est-ce qui a motivé la mise en place d'une telle agence et quelle sera sa mission. Depuis bientôt quelques années, vous avez pu noter la mise en place des collectivités territoriales dans notre pays qui a été mise en lumière par les élections communales de 2018. À partir de cette mise en place, les communes se sont installées et ont commencé à fonctionner. Peu de temps après ce démarrage, il y a eu une expression de besoin de la part des acteurs territoriaux, un besoin fort de formation, puisque les différents agents, et même certains élus, se sont retrouvés face à de nouvelles exigences ou des exigences auxquelles ils n'étaient pas familiarisés. Donc, c'est véritablement pour accéder à cette demande de formation de la part des élus locaux et des agents territoriaux et de faire en sorte que ces agents territoriaux aient un niveau de formation en adéquation avec les exigences du terrain que cette agence de formation des collectivités territoriales a été mise sur pied. Et également, une communication écoutée par le Conseil était relative à l'occupation anarchique des emprises des routes. La question est de savoir quelles sont les dispositions prises par le gouvernement pour éviter l'encombrement des voies. Je pense qu'il s'agit d'un constat qui peut être unanimement fait par chacun d'entre nous. Aujourd'hui, malheureusement, lorsque vous circulez prenons l'exemple de la capitale, à Lomé, vous pouvez observer les encombrements dont on parle. Il peut s'agir des étals, des commerçants qui sont installés non seulement sur les trottoirs, mais aussi parfois sur la chaussée. Il suffit d'aller à Zorobar et vous verrez même les vendeurs de carburant frelaté installés à même la chaussée. Et toutes ces situations-là sont autant d'occupations anarchiques qui non seulement avilissent la ville, mais aussi sont des vecteurs très importants d'accidents de la circulation. Dans la ville, on le sait, il y a de la place autant pour les conducteurs de deux roues, de véhicules, mais il y a de la place réservée également aux piétons. Donc l'occupation de la voie réservée aux piétons et parfois celle réservée aux conducteurs est un phénomène contre lequel il faut absolument se mobiliser et lutter contre. Donc, la communication qui a été faite aujourd'hui va dans ce sens, parce qu'elle l'a démontré à suffisance que les efforts qui sont réalisés par le gouvernement en termes de mise en place d'infrastructures routières, ces efforts sont balayés d'un revers de la main par ces phénomènes-là. Puisque lorsque vous rentrez en ville et que vous voyez des abris de fortune construits le long des voies de circulation, vous ne pouvez pas observer non seulement la beauté de la ville, mais aussi la praticabilité de l'infrastructure.
Donc il y a là un cri d'alarme qui est sonné par le gouvernement pour que chacun prenne ses responsabilités. Il s'agit d'abord d'un devoir citoyen, un devoir civique de respecter les infrastructures qui sont mises en place. Donc un certain nombre de mesures vont être mises en mouvement. Il va y avoir de la communication, mais au-delà de la communication, chacun devra prendre ses responsabilités parce que l'État rentrera, après la pédagogie, rentrera en sanction. Je suis Emmanuel Ameblame, journaliste Radio Lomé. Concernant l'assainissement efficace de ces rues, est-ce une compétence partagée entre le gouvernement et les collectivités? Je ne souhaite même pas aller dans le débat de la recherche de la compétence. Aujourd'hui, il est clair que lorsque l'on occupe de façon abusive l'emprise des infrastructures routières, on met en danger tout le monde. Donc, si un maire qui est en situation ne peut pas intervenir, qu'il fasse appel au préfet. Si le préfet ne peut pas intervenir, il a une autorité au-dessus de lui, qu'il fasse appel à cette autorité-là. Mais ce qui m'intéresse, ou en tout cas ce qui me semble être le message le plus important, c'est l'implication de tous. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui ont des boutiques, qui vident les boutiques pour mettre les produits en vente sur le trottoir. Cela n'a pas de sens. Et je le sais, lorsqu'on ouvre un débat comme celui-ci, vous allez me retorquer, les journalistes vont me retorquer, mais ceux-là, où est-ce qu'ils vont aller? Mais dans un pays, il y a des règles qu'il faut respecter. Et ici, il s'agit de l'intérêt général à mettre en balance avec l'intérêt d'un individu. Lorsque les vendeurs se mettent sur la chaussée, ils mettent en danger tout le monde. La sécurité routière n'est pas garantie. Si vous allez sur certaines artères, les élèves sont obligés de passer sur la chaussée avant d'accéder à leurs établissements. Donc, c'est une prise de conscience collective, ou c'est à une prise de conscience collective que nous devons, ou vers une prise de conscience collective que nous devons aller, et que chacun joue son rôle. Chacun sait aujourd'hui exactement les emplacements où l'on peut se mettre pour effectuer des activités commerciales. Ce n'est pas sur les trottoirs ou sur la chaussée. Le Conseil a également examiné un projet de loi portant définition, classification des routes et délimitation des emprises. Quels sont les critères qui définissent ces différents types de routes? Pour définir les différents types de routes, il y a une dimension communautaire et puis une dimension nationale. Il y a des routes qui traversent toute la communauté, donc des routes qui vont partir, je prends un exemple, d'Abidjan pour aller jusqu'à Lagos. Et ces routes-là, par exemple, doivent mesurer au minimum 70 mètres. L'emprise qui est proposée est de 70 mètres. Donc, on a les routes communautaires, on a les routes nationales, des routes régionales, des routes intercommunales et puis finalement des pistes rurales. Selon le type de route, l'emprise est délimitée. Pour les routes nationales, c'est 70 mètres également. Les routes régionales, on est à 50 mètres. Et puis, les pistes rurales sont à 30 mètres. Donc, ce sont des critères qui sont harmonisés pour permettre d'avoir, on va dire, des infrastructures qui se parlent, des infrastructures qui s'interconnectent plus facilement et qui sont sur, on va dire, un modèle identique. Je suis Adam Adjouronou, du journal panafricain Vision d'Afrique et du site Média Top News. Au titre de l'avant-projet de loi modifiant la loi numéro 2018, nous savons que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts en ce qui concerne les innovations sur le foncier et domanial. Dites-nous, monsieur le ministre, quels sont les apports nouveaux que suscite donc cet avant-projet de loi? Vous faites bien de le souligner, la loi du 14 juin 2018 est une loi qui nous a permis de franchir un pas important dans l'assainissement du secteur foncier dans notre pays. Et on a pu l'observer à la pratique de ce texte de loi, un certain nombre de défis. Autant la loi a permis de régler un certain nombre de problèmes, autant on a pu identifier quelques défis à corriger. Et cet avant-projet de loi va dans ce sens-là. L'un des défis qui a été relevé concerne les expropriations d'urgence. Vous savez, il y a deux types d'expropriation.
on va dire des expropriations qui sont classiques et qui vont suivre un processus plus ou moins long, et des expropriations exceptionnelles. Celles-là sont souvent des expropriations d'urgence. Et ces types d'expropriations doivent se faire rapidement pour régler, en général, une situation d'urgence correspondant à des besoins d'intérêt général. Et l'avant-projet va ouvrir la voie à la prise de normes réglementaires permettant d'aller vite vers ce type d'expropriation. Techniquement, les expropriations d'urgence permettent, par exemple, de mettre en place des projets d'investissement structurants, de grands projets d'investissement structurants, qui ne peuvent pas supporter la longueur des procédures. Donc, avec cet avant-projet de loi, des corrections vont aller dans ce sens. Mais ces corrections ne vont pas se circonscrire aux procédures d'urgence, elles vont s'élargir à d'autres procédures. Dites-nous, est-ce que cette communication vient rassurer davantage les propriétaires terriens? L'ambition du gouvernement est dans ce sens-là, de faire en sorte que les relations entre le gouvernement et les populations restent des relations les plus saines et les plus cordiales possibles. Et les expropriations, on le sait, ne viennent pas pour créer des situations de tension. Au contraire, lorsque l'État décide ou choisit un emplacement pour l'érection d'un projet d'envergure, l'État fait en sorte que les propriétaires, les vrais propriétaires de la localité ou de l'emprise foncière choisie soient indemnisés de façon juste et équitable. Donc, c'est toujours dans ce sens-là que le fonctionnement va se poursuivre. Mais attention, il ne faudrait pas que nous restions figés dans l'approche de l'indemnisation. Aujourd'hui, il faut réfléchir en prenant en considération nos réalités à d'autres types d'indemnisation. Actuellement, la doctrine voudrait que les indemnisations se fassent en numéraire. Il faut qu'on s'interroge. Pourquoi pas aller vers des indemnisations en compensation? On peut envisager d'aller offrir en indemnisation des terrains situés dans un autre endroit que celui qui a été exproprié. On peut envisager de trouver, par exemple, de proposer, par exemple, des participations à la personne expropriée dans le projet qui va être installé. Donc, il y a des pistes comme celle-là qui sont des pistes complètement innovantes qui seront explorées pour toujours assurer la qualité de l'indemnisation aux personnes expropriées. La cérémonie officielle de levée de drapeau qui consacre l'entrée pleine et entière du Togo au Commonwealth, dites-nous que représente pour le Togo cette cérémonie? Depuis le 25 juin 2022, notre pays a accédé pleinement au Commonwealth. Et dans le processus, vous savez, le processus, ça a débuté depuis 2014. Et dans le processus, il y a cette partie qui permet de sceller définitivement notre entrée dans le Commonwealth, qui consiste à procéder à la levée de drapeau au siège du Commonwealth. Pour nous, la cérémonie a une version symbolique très importante. Mais nous ne restons pas au symbole, nous allons au-delà du symbole, puisque lors de cette cérémonie, il va y avoir des sessions au cours desquelles nous allons pouvoir présenter notre pays dans sa dimension économique, dans sa dimension culturelle et dans sa dimension sociale. Ceci en vue de commencer dès le 20 à orienter nos actions de coopération vers les partenaires du Commonwealth qui seront sur place. On le sait, aujourd'hui, l'adhésion du Commonwealth pour notre pays est une opportunité très importante d'un point de vue diplomatique parce que cela nous permet de décloisonner complètement nos relations, mais d'un point de vue économique, puisque un nouveau marché de près de 2 milliards de consommateurs potentiels nous est ouvert. On a la possibilité aussi aujourd'hui de bénéficier d'un certain nombre d'avantages qui sont accordés entre membres du Commonwealth. Donc, vous le voyez, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir pour nous. Après cette adhésion, qu'est-ce qui va changer, aussi bien d'une manière structurelle dans les écoles, etc., dans cette adhésion? Beaucoup de choses ont déjà commencé
a évolué, notre façon de réfléchir déjà, notre coopération a évolué, je le disais tout à l'heure, à partir du moment où nous avons l'opportunité d'avoir de nouveaux interlocuteurs et des interlocuteurs qui ont une place importante au plan géopolitique, oui, il y a quelque chose qui change. Pour nous, aujourd'hui, à l'interne, nous travaillons à sensibiliser nos opérateurs économiques sur les opportunités qui se mettent en place pour eux désormais, parce que le gouvernement ouvre les voies, ouvre les brèches, mais il appartient aux différents concitoyens de s'y engouffrer. Pour les élèves et les étudiants, des opportunités de collaboration académique sont ouvertes également, en termes de bourses notamment, mais à l'intérieur, vous l'avez lu sans doute, les ministères des enseignements primaires et supérieurs ont commencé à étoffer un peu plus les éléments concernant la formation en langue anglaise. À l'université de Lomé, il y a un centre de langue qui a été opérationnalisé. Dans les programmes d'enseignement primaire, secondaire et technique, il y a une commission qui réfléchit à comment accroître, n'est-ce pas, améliorer la formation en langue anglaise. Donc, il y a plusieurs pistes qui sont ouvertes dans tous les domaines, parce que tous les secteurs sont concernés, pour tirer pleinement profit de notre adhésion au Commonwealth. Le Conseil a écouté une communication relative à la répartition des dotations du Fonds d'appui aux collectivités territoriales. J'aimerais savoir quels sont les mécanismes de choix de répartition des dotations de ce fonds. Le Fonds d'appui aux collectivités territoriales est une émanation de la loi sur la décentralisation et permet d'apporter un appui aux collectivités territoriales. Je le disais un peu plus haut, nos collectivités territoriales sont très jeunes et n'ont pas toujours les moyens nécessaires pour pouvoir non seulement fonctionner, mais aussi investir. Donc le Fonds d'appui pour les collectivités territoriales abonde non seulement le fonctionnement, mais aussi l'investissement. Donc il s'agit d'un fonds qui va intéresser toutes les communes de notre pays, les 117. Et l'enveloppe du fonds est répartie sur toutes ces communes. Alors, il y a des critères qui sont identifiés pour faciliter cette répartition. Il y a d'abord un critère basé sur l'indice de la pauvreté, c'est-à-dire plus votre commune est pauvre, plus vous êtes abondé. Indice de pauvreté, indice de population, c'est-à-dire également qu'une fraction de ce montant-là est calculée en fonction de la population de la commune. Une autre fraction est déterminée en fonction de la superficie et il y a un critère de base. Donc, la répartition est celle-ci. On a 10% sur le critère de base, 10% sur la superficie, 10% sur la population. Et cette année, on a 70% sur l'indice de pauvreté, donc ce qui nous fait 100%. L'année dernière, on était à 60% sur l'indice de pauvreté. Donc, ces montants-là sont alloués aux communes sur la base d'une part en investissement et d'une part en fonctionnement. Maintenant, sur la partie qui est réservée à l'investissement, il y a une autre fraction qui est affectée et une autre qui n'est pas affectée. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que sur, on va dire par exemple 40% affectés ou réservés à l'investissement, 50% des 40% sera retenu et orienté vers certains projets. Et les 50 autres % restants seront laissés au libre choix de la commune dans ses choix, dans ses décisions d'investissement. Donc il y a un accompagnement qui se fait par le FACT à travers l'ANADEB notamment, dans la réalisation des investissements pour pouvoir assurer une réalisation efficiente des investissements. Le montant qui est réservé au fonctionnement est évidemment à la libre disposition, ou en tout cas est laissé à la main des collectivités. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo, à suivre le panorama des sports avec Claude Ama et ses invités. L'actualité revient à 22h30. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous.